Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de l'actualité. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Parlement panafricain a été abordée aujourd'hui par le vice-président de la République. Daniel Cablon-Duncan a accordé une audience au président de l'institution parlementaire, Roger Nkodo-Dong. Le Premier ministre a eu ce mardi une séance de travail avec une délégation de l'industrie pharmaceutique indienne. Cette mission est en quête d'opportunités d'investissement dans le pays. C'est ce mardi que s'est ouvert à Ouagadougou, au Burkina Faso, le procès d'un coup d'État manqué de septembre 2015. Au banc des accusés, 84 personnes, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassouli. Merci de suivre cette demi-heure d'information. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a échangé aujourd'hui avec le président du Parlement panafricain. Roger Nkodo-Dong est en visite en Côte d'Ivoire avec le vice-président ivoirien. Il est revenu sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution parlementaire, Assemblée consultative de l'Union africaine. Mahama Traoré, Awatouri. Assemblée consultative de l'Union africaine, le Parlement panafricain envisage de devenir un organe législatif de plein pouvoir capable de voter des lois opposables aux 55 États membres. Mais au préalable, les États africains doivent ratifier le protocole adopté à Malabo en 2014 consacrant ce changement de statut. Le sujet était au cœur de la rencontre entre le vice-président de la République et le président du Parlement panafricain. Nous avons parlé de la ratification du protocole de Malabo, dont la ratification ne va pas tarder. Si jusqu'à présent la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié, c'était tout simplement dû au calendrier national et au regard du fait que la République de Côte d'Ivoire, c'est le véritable foyer du panafricanisme. Parce qu'un pays qui accueille sur son terrain près de 26% des autres nationalités non passagères, mais qui résident effectivement et qui sont là aujourd'hui, qui vivent en toute indépendance, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire fait partie du père du panafricanisme. Et nous pensons que nous aurons tout le soutien nécessaire à l'avance de notre institution. C'est en mai 2015 que Roger Nkodo-Dong a été élu président du Parlement panafricain. L'institution, créée en mars 2004 et basée en Afrique du Sud, compte en son sein 5 députés ivoiriens. Pour sa part, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu une séance de travail avec une délégation de l'industrie pharmaceutique indienne. Cette mission en visite de prospection entend investir dans le pays. Pour rappel, l'Inde reste l'un des pays leaders dans la fabrication des médicaments génériques. Alexis Ouedraogo. Une délégation indienne à la primature ce mardi. Plusieurs grosses industries pharmaceutiques la composent. Elles sont en prospection à Abidjan suite à plusieurs missions ivoiriennes en Inde. Le pays a une expertise avérée dans le domaine du médicament. Déjà, il y a 2 entreprises indiennes qui sont présentes, qui produisent donc des médicaments. Et nous avons bon espoir que sous peu, davantage d'entreprises vont venir. Et dans beaucoup de secteurs, les entreprises indiennes sont assez innovantes et travaillent très bien. Et le secteur des médicaments, comme vous le savez, est le secteur privilégié pour l'Inde. Nous avons une grande expérience, aussi bien en Inde même que dans le monde. Nous voulons faire bénéficier cette expérience à la Côte d'Ivoire. Plus d'une cinquantaine d'entreprises indiennes prennent part à cette mission. Elles ont rencontré déjà une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens en vue de creuser des pistes de coopération. Les hommes d'affaires indiens recherchent des opportunités d'investissement dans le domaine pharmaceutique. Ils ont rencontré les professionnels du secteur en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Il est arrivé dimanche en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite privée. Le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, a mis à profit son séjour pour s'entretenir avec son homologue ivoirien, Guillaume Soro. Les deux personnalités ont poursuivi les discussions déjà entamées lors du dernier séjour du président Guillaume Soro début février à Paris, à l'occasion d'une réunion de l'Assemblée des parlements francophones. Herman Guivi.
Le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Occasion pour les deux personnalités de saluer l'excellence des relations de coopération qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire et de s'engager au renforcement des relations entre les deux parlements, français et ivoiriens. Une des missions que je me suis donnée en tant que président de l'Assemblée nationale en France, contribuer aux bonnes relations entre nos pays, à développer les relations internationales que les députés peuvent entretenir directement pour conforter les relations entre nos pays, surtout que la relation entre la France et la Côte d'Ivoire est une relation particulièrement forte. Et avec l'échange que j'ai eu auparavant avec le président de la République, Alassane Ouattara, avec l'échange que nous venons d'avoir, je crois que nous sommes tout à fait d'accord pour constater que les projets communs que nous avons entre la France et la Côte d'Ivoire sont des projets très importants. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a lancé une invitation au président de l'Assemblée nationale française afin que celui-ci revienne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle. À chaque fois que j'ai été en séjour en France, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience dans son institution. Et c'est avec le même enthousiasme que nous le recevons ici. J'ai profité de l'audience que nous avons eue pour réinviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cette fois en visite officielle auprès du Parlement ivoirien ici, lui permettant, comme je lui ai indiqué, de prendre la parole devant les députés de Côte d'Ivoire. Invitation à laquelle François de Rugy, le chef de l'hémicycle français, a répondu favorablement. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, était récemment en mission à New York, aux Nations Unies. Son séjour était meublé par des rencontres avec des personnalités onusiennes et de participation à plusieurs panels. Marcel Amontano a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les thématiques abordées à ces différentes tribunes. Michel Digri. C'est une mission marquée par plusieurs panels de haut niveau au cours desquels le ministre des Affaires étrangères a porté la voix de la Côte d'Ivoire. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, but et principe énoncé dans la Charte des Nations Unies, était le thème du débat ministériel initié par le Koweït. Marcel Amontano donne la position de la Côte d'Ivoire sur cette problématique. Pour mon pays, le recours à la force dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale doit être exclusivement autorisé par le Conseil de sécurité afin de lui conférer l'autorité juridique indispensable à éviter ainsi toutes les dérives et tous les abus. Le ministre a rencontré les ambassadeurs représentants permanents des pays du P5 à l'ONU, dont celui de la France, François Delattre, et la représentante des États-Unis, Nikki Haley. Il a par ailleurs eu une séance de travail avec le président du Conseil de sécurité pour le mois de février, le vice-premier ministre koweïtien. Nous avons échangé sur la situation au Moyen-Orient, notamment la crise entre Israël et la Palestine, la crise au Yémen, le problème avec le Qatar. Et nous nous sommes accordés pour dire que le dialogue doit être la seule arme qui préside à la résolution de ces conflits. Évidemment, en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain au Conseil de sécurité, nous avons abordé les différents problèmes auxquels le continent est confronté, notamment la crise en Guinée-Bissau, au Mali, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Nous nous sommes accordés sur la nécessité de faire en sorte que ces crises ne soient pas inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité pendant des décennies, comme c'est le cas de nombreuses crises dans notre monde aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, le Koweït et les autres membres non permanents, avec le P5, vont s'engager à faire en sorte que des solutions rapides soient trouvées à la résolution de ces crises par des innovations sur les méthodes de travail et sur les solutions à y apporter, notamment l'interaction entre le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations
et la situation de crise de certains pays. Autre temps fort de cette mission, une audience avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et une autre avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák. Un jeune garçon de 4 ans disparu le 4 février dernier aurait été retrouvé enterré dans les alentours du centre hospitalier d'Hongrie. Le présumé assassin serait un bijoutier installé au bas de l'immeuble où réside la famille du petit Aboubakar Siddiq. Un braquage a eu lieu hier au marché de gros de Bouaké. 2 individus ont emporté la somme de 20 millions de francs CFA. Ils ont fait 1 mort et 14 blessés. Kader Sogodogo revient sur les faits. Marché de gros de Bouaké, lundi en fin d'après-midi. Un commerçant d'Ignam revient de la banque à bord de ce véhicule. Il est surpris par 2 individus armés. Il sera dépossédé de son argent, 20 millions de francs CFA au total. Une balle est logée dans son cou. Je suis quitté à la banque pour faire des retraits. Venir rentrer au magasin, au marché de gros quoi. Devant le magasin, un coup, j'ai vu ça tirait derrière moi. Donc, c'est par là il a tiré sur moi. Il y a un monsieur qui tenait une Kalachnikov. Donc, il tirait partout. La balle est là. Mon petit frère qui était venu prendre le sac pour envoyer dans mon bureau, lui aussi, c'est lui qui l'ont tiré premièrement même. C'est sur lui qu'ils ont tiré premièrement. Et les tombés, ils ont pris le sac. Les 2 braqueurs, assaillis par les commerçants, décident d'ouvrir le feu avec leur Kalachnikov pour pouvoir s'enfuir. Le bilan est lourd. 1 mort et 14 blessés par balle. Des blessés pris en charge au CHU. Quand ils ont fait l'opération, les gars partaient, ils ont commencé à tirer pour aller. C'est là la balle nous a pris jusqu'en haut là-bas. C'était violent. Selon les commerçants, depuis plusieurs mois, le marché de gros connaît une insécurité grandissante. Certainement que le conseil d'administration trouvera des solutions. En attendant, les autorités policières ont ouvert une enquête pour retrouver les 2 braqueurs en fuite. La qualité des produits en Côte d'Ivoire était au centre d'un séminaire d'information. Il a été initié ce mardi par la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation en collaboration avec la Banque africaine de développement, Cheikh Kouni. Le 28 décembre 2016, le gouvernement a adopté le décret 2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoires. Il s'agit de l'attestation de conformité et le certificat de qualité pour 14 grandes familles de produits. Les produits alimentaires, les matériaux de construction, les chaussures, les jouets des enfants, les pièces de rechange automobile, les produits cosmétiques et bien d'autres produits. Malheureusement, depuis la prise de ce décret, seulement 3 familles des produits cités appliquent ces normes. Les entreprises mettent souvent sur le marché des produits qui ne sont pas contrôlés. Donc quand les produits ne sont pas contrôlés, on n'est pas sûr de leur qualité. Donc c'est vraiment pour obliger les entreprises à maîtriser la qualité de leurs produits avant de mettre sur le marché que l'État est obligé de rendre les normes de ces produits-là obligatoires. Au regard des enjeux que représente ce dispositif réglementaire et de l'impact que cela pourrait avoir sur les entreprises, la santé et la sécurité des populations, cette campagne d'information vise à sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des entreprises issues des secteurs d'activité concernés. Nous avons des organismes d'évaluation de la conformité qui vont faire leur travail à un moment donné pour évaluer le niveau d'utilisation des normes. Et s'il se trouve que certaines entreprises ne respectent pas ces normes, elles vont subir la rigueur de la loi. Durant 2 jours d'échanges et de concertation, au cours des séances plénières, l'objectif final est d'atteindre une meilleure appropriation du projet et la production d'un plan d'action en vue d'améliorer le niveau d'application de ces normes. Car pour l'heure, les entreprises ivoiriennes ne sont pas les meilleurs élèves en matière de démarche qualité. Seulement 3% des 1500 entreprises formelles qui constituent le secteur privé ivoirien sont certifiées. La Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'abattoirs de volailles modernes. Au 3e jour du Salon de l'agriculture de Paris-Versailles, la lettre de confirmation pour l'équipement de ces abattoirs de volailles a été signée par le ministre des Ressources animales et halieutiques et les différents partenaires du projet. La phase pilote concerne la construction de 7 abattoirs dans 7 régions du pays. Le point de notre envoyé spécial, Hugues Veblé. Le Salon de l'agriculture, cette année encore, n'aura pas failli à sa réputation de ferme géante. 360 races y sont exposées, soit plus de 4000 animaux.
Pendant 10 jours, vaches, taureaux, chèvres, moutons, béliers et cochons, mais aussi des animaux de basse-cour s'offrent au regard bien souvent admiratif de milliers de visiteurs du salon. Curiosité et admiration ne manquent pas de se mêler devant des espèces de toute beauté et tout aussi rares. Un stand retient de façon particulière l'attention du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et pour cause. Nous sommes en train de visiter la volaille traditionnelle. Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire mis en place une politique de développement de la volaille traditionnelle à partir d'un projet dénommé « Une femme, un coq, 10 poules ». Notre objectif, c'est de pouvoir faire venir des coqs performants que nous allons croiser avec les poules de chez nous. Développer l'élevage de volailles, cette préoccupation n'est pas la seule concernant ce secteur. Le ministre est aussi désireux d'offrir des conditions idéales d'abattage à la Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous avons retenu 7 abattoirs. Ce sont des abattoirs pilotes. Nous venons de signer avec nos partenaires au développement qui sont prêts donc, à aller construire ces abattoirs-là. Nous sommes dans la phase d'exécution avec l'identification des différents prestataires. 7 abattoirs qui vont pouvoir abattre dans un circuit d'hygiène, de biosécurité, environ 55 millions de volailles. Nous allons apporter l'ensemble de notre savoir-faire de manière à ce que ces abattoirs soient vraiment des abattoirs pilotes et qui soient irréprochables au niveau de la qualité. Déjà, à Abidjan ont été signés les documents relatifs à la construction de 5 abattoirs avec les Sud-Africains. Lors du dernier Sahara, au Salon de l'agriculture, viennent donc d'être signés ceux qui concernent 2 autres abattoirs, et cette fois-ci avec les Français. Coût total du projet de construction des abattoirs en Côte d'Ivoire, un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut transformer les emplois informels en emplois formels. Il s'est penché sur les femmes du vivrier, dont il entend améliorer les conditions de travail et de vie. 3 axes prioritaires d'intervention ont donc été définis. Il s'agit de l'aménagement des marchés, la bonne gouvernance des sociétés coopératives et la couverture maladie et sociale. Ce projet intervient après une enquête dans le secteur de la commercialisation du vivrier avec l'appui du Bureau international du travail. Justine Seydjiki. En Côte d'Ivoire, l'économie informelle est basée en majorité sur le commerce des produits agricoles, notamment le vivrier. Le taux d'emploi informel est de 93,9% selon l'enquête emploi 2016. Comment transformer les emplois informels en emplois formels? Et c'est le but de l'enquête menée auprès de 20 structures institutionnelles d'encadrement des filières de commercialisation du vivrier et de 382 unités commerciales dans 12 marchés de la ville d'Abidjan avec l'appui financier et technique du Bureau international du travail, BIT. C'est un processus qui doit engager l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, les acteurs eux-mêmes de l'économie informelle, les partenaires sociaux, les partenaires au développement, pour faire en sorte, n'est-ce pas, de pouvoir inverser cette tendance-là et aller vers une transition de l'informel vers le formel. Parmi les actions qui peuvent être menées, c'est surtout améliorer le mode de gestion des marchés, faire en sorte que ce soit un cadre propice vraiment pour mener son activité, développer en fait tout un ensemble de partenariats avec d'autres acteurs même qui interviennent au sein des filières, rapprocher les services publics élémentaires des populations. On a beaucoup parlé de la couverture maladie universelle, la socle de protection sociale à travers la CNPS. Donc c'est des initiatives qui seront bientôt mises en place en 2018 et qui vont, je pense, grandement favoriser en fait la formalisation des filières vivrières. L'étude est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en vue d'offrir plus d'emplois productifs, décents et durables, comme le recommande la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes du vivrier confrontées à des conditions de vie et de travail difficiles espèrent beaucoup des retombées de l'enquête. Nous sommes sur les trottoirs, nous sommes à l'air libre, nos marchés n'ont pas de sites, de vrais sites de déchargement
Et nos marchés aussi n'ont pas de magasin de stockage. Donc vraiment, nous sommes contentes que ces études-là sont menées. Parce qu'on se dit que peut-être à court terme, tous ces différents problèmes que nous avons vont se régler. Moi, mon coopérative là, ça ne soit pas à Abidjan. Tout le monde, il est planté, il est en Bruges. Mais tout le vivrier, il fait là. Il faut que je vienne vieux camion, il va partir prendre vivrier envoyé. Le gouvernement, il va nous aider. Il faut qu'on va gagner les véhicules. Le numérique a réalisé de bonnes performances, contrairement à la presse écrite qui souffre du rétrécissement de son marché. La Poste qui commence à relever la tête, au dire du ministre Bruno Nabagné-Koné, qui a fait le bilan des activités du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Lancine Bakayuko. 2017, une saison abondante pour l'économie numérique, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné. Au niveau de la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés a franchi la barre des 30 millions avec des tarifs bien étudiés. L'Internet, quant à lui, enregistre 17 millions d'abonnés pour un taux de pénétration de 72%. Beaucoup de travail a été fait qui permet aujourd'hui d'avoir une offre relativement abondante au niveau de la disponibilité des réseaux et services, en termes de conditions d'accès au réseau et aux services, en termes de coûts, en termes de qualité de service, en termes de sécurité des biens et des personnes. Pour le secteur de la communication, la libéralisation de l'espace audiovisuel est quasiment achevée. La presse écrite, elle, traverse de réelles difficultés du fait de la menace du numérique et de l'émiettement continu des parts de marché. Symbole de cette presse écrite qui se cherche, Fraternité Matin. Pour l'organe d'État, le gouvernement a mis en place un plan de redressement, son coût 10 milliards de francs CFA, sous forme d'abandon des créances et de charges sociales d'apport en numéraire. Un plan social a été validé qui prévoit le départ d'au moins 110 travailleurs, soit le tiers des effectifs. Aujourd'hui, c'est tout le modèle économique de la presse écrite qui est à repenser en profondeur. Le gouvernement accorde sa confiance à l'ensemble de la presse, aux professionnels, aux responsables, et il est pleinement disposé à accompagner toutes les actions allant dans le sens du développement du secteur de la communication et allant également dans le sens de l'épanouissement des acteurs du secteur de la communication. Du côté de la Poste de Côte d'Ivoire, elle également en eau trouble il y a quelques années, l'espoir renaît grâce aux nombreuses réformes engagées. Des réformes qui permettent une meilleure régulation du marché. On peut dire que 2017 aura été un tournant qui nous a permis d'apprécier la capacité de la Poste de Côte d'Ivoire à intégrer la nouvelle dimension des offres de services postaux et qui nous a permis également justement d'apprécier la capacité de cette Poste de Côte d'Ivoire à se relancer véritablement. En termes de perspectives pour 2018, le gouvernement entend poursuivre les projets d'infrastructure en cours, notamment en matière de gouvernance électronique et de numérisation intégrale de la chaîne des valeurs de la production télévisuelle. Hommage à la première dame Dominique Ouattara. C'est une action des femmes d'Abobo BC pour remercier la première dame pour son humanisme envers les femmes qui ont bénéficié du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Chris Diomondé, Walter Amadou Ouattara. Elles sont venues de plusieurs sous-quartiers de BC dans la commune d'Abobo pour célébrer la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ces femmes issues de plusieurs associations ont bénéficié du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Un fonds créé par la première dame Dominique Ouattara, objectif aider les femmes à entreprendre et à exercer des activités génératrices de revenus. Cette célébration s'est faite dans une ambiance de gaieté. Signe de reconnaissance à l'égard de la bienfaitrice au grand cœur. On remercie la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour le fonds qu'elle nous a remis. Vraiment, nous sommes très contentes. Au début, je vendais dans une cuvette sur la tête. Maintenant, j'ai réussi à faire un conteneur où je vends des pains,
Donc vraiment, je lui dis merci. Mon commerce de bois là, ça marche beaucoup à cause des fonds de Madame Dominique Ouattara. Avec elle, nous avons vu que ce qu'elle a dit, l'acte a suivi la parole. Le parrain Brahima Ouattara n'a pas manqué de mettre en exergue la grandeur et la générosité de la première dame de Côte d'Ivoire. En instaurant ce fonds, elle contribue non seulement à la lutte contre la pauvreté auprès de son époux, son Excellence Alassane Ouattara, elle aussi contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette phase, ce sont environ 200 femmes qui bénéficient d'un montant allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Une action du FAFSI pour leur permettre d'exercer leurs différentes activités. Mais ces fonds sont remboursables sur une période de 1 an afin de donner la chance à d'autres femmes d'en bénéficier. L'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire entend améliorer les conditions de travail des amateurs et professionnels de l'art de la marionnette. L'ambassade a procédé à la réhabilitation de la scène de l'Académie Ivoire Marionnette de Mégerville, toute chose qui va permettre une meilleure pratique de l'art de la marionnette. Davis Oyo, Issaïou. Voici la nouvelle scène réhabilitée de l'Académie Ivoire Marionnette. Elle est constituée de 2 coulisses, une loge, un matériel d'éclairage scénique et d'un appareil de sonorisation. Des commodités pour mieux pratiquer l'art de la marionnette. Cette scène, elle ne profite pas qu'à la compagnie Ivoire Marionnette. C'est tous les artistes de Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette scène. Parce qu'elle est sollicitée, la scène, par plusieurs compagnies qui viennent pour des résidences de création, qui viennent pour des répétitions, qui viennent aussi pour des ateliers. Dénommé le théâtre de la marionnette, le site a été réhabilité grâce à l'appui de la Suisse en Côte d'Ivoire. Bon, la culture est quelque chose de fondamental dans chaque pays, mais en particulier en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a tellement de talents à mettre en lumière, et si ces talents ne bénéficient pas d'une infrastructure minimale, il est impossible pour eux de progresser et de gravir les échelons, même au niveau international, comme on l'a vu avec cette troupe. C'est une scène opportune parce qu'elle va permettre à Ivoire Marionnette de former ses stagiaires, de recruter davantage et de faire de la Côte d'Ivoire un pôle inestimable, un pôle de poids en ce qui concerne la marionnette. La compagnie Ivoire Marionnette, 2 fois médaillée d'or au 7e et 8e Jeux de la francophonie, a témoigné sa gratitude aux donateurs par des prestations de marionnettes coûteuses. Bonjour Sandy, comment vas-tu? Oh, je vais bien, majesté. Marionnettes danseuses et une parade de marionnettes géantes. Hors de nos frontières, le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso s'est ouvert aujourd'hui en début de matinée à Ouagadougou avant d'être suspendu sine die dans l'après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Ces derniers contestent la légalité du tribunal militaire. Au total, 84 accusés, 66 militaires et 18 civils sont jugés par ce tribunal, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Faisons à présent un tour de l'actualité internationale en bref. Première escale à l'Afrique du Sud, où le gouvernement de Cyril Ramaphosa a été dévoilé. L'Afrique du Sud accueille ce mardi le premier gouvernement de transition nommé par son président Cyril Ramaphosa. Le nouveau chef de l'État sud-africain rappelle aux commandes plusieurs ministres qui avaient été remerciés par Jacob Zuma ces 2 dernières années. Plusieurs proches de l'ancien chef de l'État sont toujours présents. Ce remaniement signe également le retour de Pravin Gordhan aux affaires, au poste de ministre des entreprises publiques. Une vague de froid venant de Sibérie s'abat sur toute l'Europe, de Moscou à Paris, avec des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius en Italie, ou entre moins 10 degrés et moins 18 degrés Celsius en France. Cet épisode de froid n'a pu épargner la région méditerranéenne, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes et le Var, qui ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. La vague de froid qui déferle actuellement sur l'Europe est la première à cette période de l'année depuis 2005.
et a déjà fait 10 morts depuis 3 jours. Après une nuit relativement calme et l'entrée en vigueur à 7h GMT d'un cessez-le-feu de 5 heures par jour, la trêve humanitaire vole en éclats en Syrie. Raids aériens et tirs de roquettes ont été rapportés mardi dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. 2 personnes sont mortes et 16 autres blessées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces bombardements compromettent ainsi la trêve humanitaire quotidienne décrétée en Syrie par le Kremlin. Selon la présidence russe, l'avenir de la trêve dépendra de l'attitude des rebelles et la fin de leur provocation. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.